Salut les tops! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais lister et comparer différents cas dans lesquels on utilisera soit les propriétés de la FTBO, soit les propriétés de la FTBF en automatique pour éviter de tout mélanger. Si tu as fini l'automatique de première année, ou que tu es en deuxième année et que tu veux réviser, cette vidéo est faite pour toi. N'attends pas de démo ou de justification détaillée, par contre j'ai mis beaucoup de pandas. Alors on commence par un rappel des définitions. Sur le tableau, tu vois un système avec boucle de rétroaction qui pourrait être un système asservi par exemple. La FTBO, fonction de transfert en boucle ouverte, décrit le comportement du système sans rétroaction. On la calcule simplement en faisant le produit de tous les blocs de la boucle, chaîne directe fois chaîne retour. Au contraire, la FTBF est définie comme le rapport de la sortie sur l'entrée de la boucle de rétroaction. Elle décrit le fonctionnement du système complet et bouclé. On peut la calculer avec une de tes formules préférées, la formule de Black. On s'intéresse aux performances du système complet, bien sûr, donc en FTBF. Mais c'est parfois plus simple pour les déterminer de n'étudier que la FTBO. On va voir comment pour les trois performances que tu trouveras dans tous les bons cahiers des charges, stabilité, précision et rapidité. Je vais commencer par la stabilité. Si on s'intéresse au système complet, c'est-à-dire à celui décrit par la FTBF, la sortie dans le domaine de la place est donnée par le produit de la fonction de transfert en FTBF fois l'entrée. Ce résultat peut se mettre sous la forme d'un quotient de deux polynômes et j'ai nommé D le dénominateur. On peut le factoriser en un produit de termes d'ordre 1 ou 2 et on appellera pôle de la FTBF les valeurs A, B, etc. pour lesquelles le dénominateur s'annule, c'est-à-dire les zéros du polynôme D de P. Chacun de ces termes est à l'origine d'une partie de la réponse temporelle et la stabilité de cette réponse dépend de la valeur de ces pôles. Sur ce graphique, on a représenté la réponse temporelle pour une entrée échelon de différents termes d'ordre 1 ou 2 en fonction de la position dans le plan complexe des pôles de la FTBF. À droite, lorsque leur partie réelle est positive, les réponses associées sont instables. À gauche, les réponses associées à des pôles à partie réelle négative sont stables. Pour conclure, c'est le signe de la partie réelle des pôles qui en FTBF nous permet de prédire la stabilité d'un système. Voyons maintenant ce qu'il en est en FTBO. Cette fonction de transfert en boucle ouverte est liée à la FTBF via la formule de Black. En effet, on obtient le terme 1 plus FTBO au dénominateur. Ce dénominateur s'annule si 1 plus FTBO égale 0, donc si la FTBO prend la valeur moins 1. On appelle point critique cette valeur de la FTBO, et on peut montrer qu'avoir un système stable en FTBF consiste à éviter ce point critique en FTBO. On ne fait pas ça que pour faire plaisir aux matheux et éviter de diviser par 0, c'est ce qu'on nomme en automatique le critère du revers et on admet en classe préparatoire qu'il revient à définir des marges de stabilité. Ce point critique, voyons ce qu'il donne en coordonnées polaires. Son module, c'est la valeur absolue de moins 1. Il vaudra 1 et si je l'exprime en décibels, 20 log de 1 égale 0. Pour sa phase, c'est un réel négatif qui peut valoir mathématiquement pi ou moins pi par exemple, mais on garde pour les systèmes de type passe-bas qu'on étudie en SI la première valeur négative, moins pi, ou moins 180 degrés. J'espère que ces valeurs te rappellent quelque chose. Ce gain et cette phase permettent de définir les marges de stabilité. Lorsque le gain vaut 0 décibels, il faut que la phase soit supérieure à moins 180 degrés pour respecter le critère du revers, et lorsque la phase vaut moins 180 degrés, on doit avoir un gain négatif. On définit les marges de gain et de phase de cette manière et il faut que celle-ci, lue sur la FTBO, soit positive pour s'assurer que le système soit stable en FTBF. Pour conclure, on retiendra qu'on peut déterminer la stabilité d'un système en boucle fermée soit en étudiant directement les pôles de la FTBF, soit en s'intéressant aux marges de stabilité qu'on lit elles sur la FTBO. Après s'être assuré qu'un système est bien stable, on peut s'intéresser à la précision ou à la rapidité. On va commencer par la précision. Pour ça, on pourrait étudier l'erreur, c'est-à-dire la différence entre l'entrée et la sortie, mais on préfère s'intéresser à l'écart epsilon en sortie du comparateur, car il est toujours défini, et dans un système correctement asservi, il est proportionnel à l'erreur. J'ai exprimé ici l'écart en fonction de la FTBO, et je te conseille de vérifier que tu sais retrouver cette formule. Sinon, j'ai mis tous les calculs développés dans le PDF qui accompagne cette vidéo. Si on prend par exemple une entrée échelon, une constante divisée par P dans le domaine de la place, on peut déterminer explicitement l'écart en régime permanent grâce au théorème de la valeur finale.
Pour ça, on prend la limite quand p tend vers 0 de p fois l'entrée fois notre fonction de transfert en écart 1 sur 1 plus ftbo. Cette technique marche pour tout système stable et elle peut être facilement adaptée pour calculer l'erreur au lieu de l'écart. Donc si on connaît la ftb d'un système, on utilise le théorème de la valeur finale pour calculer l'erreur. Mais on peut aussi faire facilement le lien avec la ftbo. Il suffit de regarder le dénominateur de l'expression de l'écart, 1 plus ftbo de p. Le résultat de la limite qu'on vient d'écrire dépend de deux paramètres de la ftbo, son gain et sa classe, c'est-à-dire le nombre d'intégrateurs en ftbo. Les résultats pour différentes entrées sont résumés dans ce tableau. Prenons un exemple. J'ai écrit tout à l'heure l'écart en régime permanent pour une entrée échelon. Si la ftbo est de classe nulle, alors la limite converge vers l'entrée sur 1 plus kbo. On peut donc lier l'écart à la classe de la ftbo. Les différents résultats sont compilés dans ce tableau, dont je te conseille de connaître les deux premières colonnes par cœur. C'est super pratique de savoir que s'il y a un intégrateur dans la ftbo, elle est de classe 1, alors l'écart pour une entrée échelon est nul, il en faut 2 pour que l'écart soit nul pour une entrée rampe, etc. On vient de parler de la précision vis-à-vis de l'entrée, mais qu'est-ce qui se passe si on s'intéresse maintenant à l'erreur liée à la présence d'une perturbation ? Eh bien, c'est encore la classe de la ftbo qui va nous permettre de déterminer l'écart, mais attention, on ne compte que les intégrateurs présents en amont de cette perturbation dans la fonction h1 de p ici. Il faut que cette fonction h1 soit de classe 1 pour annuler l'écart dû à une perturbation échelon, de classe 2 pour annuler l'influence d'une perturbation rampe, etc. Et si on veut la valeur exacte d'une erreur non nulle, on n'a pas le choix, on calcule explicitement cette erreur, puis on utilise le théorème de la valeur finale. On y est presque. Il ne reste plus qu'à parler rapidement de rapidité. Regarde cet exemple. En bleu, c'est le diagramme de Bode en gain d'une ftbo, et en rouge, celui de la ftbf associée. Dans le domaine fréquentiel, le critère de rapidité qu'on utilise généralement, c'est la bande passante à moins 3 décibels. Plus cette bande passante est large, plus le système est rapide. Sur le même graphique, j'ai fait apparaître la pulsation de coupure à 0 dB de la ftbo, et on constate qu'elles sont du même ordre de grandeur. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est une propriété qui se généralise. Plus la coupure à 0 décibel de la ftbo est élevée, plus la bande passante à moins 3 décibels de la ftbf sera importante. Ce sont donc les deux critères de rapidité qu'on utilisera dans le domaine fréquentiel, suivant qu'on ait accès à la ftbo, c'est ce qu'on a le plus souvent, ou à la ftbf. Voilà, tous les résultats qu'on vient de voir sont résumés dans ce tableau. Tu peux le télécharger en descriptif de la vidéo, avec plusieurs pages d'exemples et des justifications détaillées de certaines propriétés pour aller plus loin dans tes révisions d'automne. Maintenant, à toi de jouer. Je te conseille par ordre d'importance de t'entraîner à calculer un petit peu, en retrouvant la formule de Black par exemple, ou bien en déterminant certains termes du tableau récapitulatif qui lie l'écart à la classe de la ftbo. Tu peux aussi vérifier pour une ftbo du premier ordre que tu es bien capable de déterminer la bande passante à moins 3 dB en boucle fermée et la cassure à 0 dB en boucle ouverte. Enfin, c'est intéressant de prendre le temps de bien lire d'où viennent les différentes propriétés de stabilité qu'on a vues. Merci d'avoir suivi tous mes petits pandas jusqu'au bout. N'oublie pas de laisser un petit like si tu veux intégrer Central, mais pour l'X, vaut mieux s'abonner. A plus!